À ma connaissance, Bellow n'a pas commenté et probablement pas lu l'œuvre d'Auden. Il n'a d'ailleurs guère écrit sur la littérature américaine, préférant de loin l'idée d'américanité et la nécessité de dire l'Amérique en français, qui était très populaire comme idée auprès, entre autres, de René Lapierre. Il y eut cependant de nettes affinités entre leur pratique de la prose. D'après un compte-rendu de la London Review of Books, Auden loved aphorisms, extracts, notes, lists. He liked the refusal of systems. He placed little value on continuities. Et l'écriture de Bellow manifeste une semblable propension à la discontinuité, à la fragmentation, une même prédilection pour la notation brève et fulgurante. Dans la critique comme dans la fiction, ses textes tournaient court, on l'a dit, et transformaient le sens même de cette expression en réussite. Bellow écrivait des articles plutôt que des livres, des nouvelles plutôt que des romans. Dans une note révélatrice de son carnet de lecture, étrangement affublée du type de déclaration, alors qu'elle s'adresse à personne d'autre que lui-même, il signalait un moment d'épiphanie à ce sujet. Aujourd'hui, 10 janvier 1980, une pensée m'est venue avec la clarté et la force de l'évidence. Je ne suis pas fait pour le roman. Tous mes projets de roman se sont transformés en nouvelles. Je me rends compte que mes fantasmes, mes hantises, mes moments, mes configurations peuvent trouver place dans le fragment. Je me rends compte au surplus que l'essai-fragment permet d'insérer des éléments théoriques. Le fragment-essai partiellement fictif, on voit que ça s'accumule, fragment-essai fictif. Le fragment-essai partiellement fictif permet d'unifier le plus grand nombre de tendances en moi. N'ayant pu me résoudre à un angle précis pour aborder son œuvre, je vais m'autoriser de cette unification par la fragmentation pour donner forme à mes notes sur celle-ci. Je visais de parvenir à 13 notations, mais je ne suis pas parvenu. C'était pour le simple plaisir euphonique de la chose. Donc j'en ai plutôt une dizaine et je vais en faire sauter pour rester dans les temps. Creuset formel donnant cohérence malgré l'hybridité générique à l'ensemble de sa prose, l'essai-fragment trouve son équivalent stylistique dans le caractère parfois perpendiculaire de l'agencement de ses phrases, le passage brutal de l'analyse d'un détail à des reformulations synthétiques étonnantes. Sa description de Wiener comme prince du coq-à-l'âne, de la fantaisie, de l'humour, se promenant avec une liberté royale dans le jardin de la connaissance et sautant les haies, pourrait ainsi lui être retournée. Philosophiquement, cette tendance fait de lui, comme Auden, un réfractaire au système totalisant. Ceci explique possiblement pourquoi, des figures tutélaires de la sociologie de la littérature et de la sociocritique, il fut un des moins hégéliens, des moins marxistes, malgré Lukács et Bakhtin. Et ceci explique sans doute aussi pourquoi il demeura étranger aux groupes et revues inspirés du marxisme, à l'exception peut-être d'un article dans Stratégie en 1974. Là, je crois que c'est ses étudiants qui l'ont contraint. Peut-être pourrait-on voir dans ce trait un révélateur au sens chimique du terme de la tension profonde, voire de l'antinomie entre totalité et multiplicité qui travaille de l'intérieur l'œuvre de Bakhtin aussi bien que la théorie du discours social. Quoi qu'il en soit, une image entre toutes cristallise ce tropisme, celle de la villa aux multiples portes, dont a déjà parlé Jean-François, et je signale qu'elle change de 14 ou 9 selon les versions. Donc, multiples portes, lesquelles ouvrent toutes sur l'extérieur, que Bellow emprunte à 2 reprises à William James, une fois pour ouvrir un article, une fois pour fermer un article, comme forme de non-conclusion. La notion de code est sans doute celle qui manifeste le plus fortement chez Bellow l'intertexte structuraliste, donc linguistique, qui date aussi son discours tant elle fleure bon les années 70. On pourrait croire que Bellow cédait à l'esprit de système, à la volonté de quadrillage systématique exhaustif du fait littéraire qui animait plusieurs des structuralistes. Et pourtant, non. Elle fut surtout, il me semble, un moyen pour Bellow de plonger le texte dans des ensembles plus vastes et d'examiner l'idéologie, la doxa, dans la structure du contenu plutôt que dans le contenu lui-même. Ce glissement vers le social par le biais de code le conduisit du code vers le code social, puis vers le discours social, notion faisant son apparition chez lui entre 1975 et 1978. Ces notes de cours présentent alors les codes comme produits par le discours social. Il revint un autre chercheur, comme on le sait, d'échafauder une théorisation poussée de cette notion. Toutefois, le rôle de Bellow comme interlocuteur théorique dans la période de coalescence du projet de recherche sur le discours social me paraît négligé et très important. La correspondance reçue par Bellow de la part d'Angenot et de Nadia Khoury en témoigne abondamment, de même que les activités du Cercle Bakhtin dont on a pu parler hier. Du désir dans la poésie administrative.
L'administrateur, à mon avis, est un poète. Cette forte déclaration dans l'entretien avec Wilfrid Lemoine, assez étonnante quand même, fait du gestionnaire, du véritable gestionnaire, un maître des discours, un réinventeur des situations et résume en quelque sorte sa propre expérience dans la bureaucratie fédérale de 1954 à 1967. J'écrivais des rapports, j'adorais ça. Qui d'entre nous dirait ça? Quelques années plus tard, devenu professeur à l'UQAM, le poète en prose administrative reprend du service dans une autocritique aussi forte dans l'analyse qu'étonnante dans son jeu avec les codes. Autre texte retrouvé dans le bureau de la direction du département. Ce bilan s'ouvre avec la remarque suivante. La première et plus difficile question est celle-ci. Quel est mon langage sur la littérature? Ceci donc dans un rapport faisant l'état du département d'études littéraires en 1975 et revenant sur l'expérience de chacun des professeurs depuis 1969. C'est comme ça que ça s'ouvre pour Bello. Quel est mon langage sur la littérature? J'imagine l'étonnement du douanier et le secret plaisir de certains à recevoir un tel rapport. Bello esquisse alors la réponse suivante, et je l'avais dit à Pierre parce que je crois que ça peut lui plaire. Si je me reporte aux divers cours que j'ai donnés depuis septembre 69, je remarque certaines constantes. D'abord, l'essentiel de mon discours a porté et porte sur des textes. Je parle sur des textes. Je commente des textes. Le texte est mon espace de travail, de confrontation, de risque, de succès ou d'échec. Je me suis presque toujours senti obligé de faire ce que j'appelle le saut herméneutique. Et Bello d'ajouter une parenthèse pour désamorcer le danger de toute célébration, pas le saut SOT. Et je note en passant l'image du saut herméneutique parce que ça rejoint une des choses que je signalais plus tôt, le saut d'un élément à l'autre dans ces textes. Et donc, il y a cette espèce d'image très forte chez lui. Résumant l'évolution de sa pratique, de ses conceptions et de ses références, via Wiener, Lukács, Marx, que je lus bien tard, puis Barthes, il en vient à exprimer l'aboutissement de ce parcours. Maintenant, sans renoncer à l'exigence interprétative qui est pour moi d'ordre existentiel et non théorique, je sais beaucoup mieux ce qu'est un texte. Je suis davantage conscient des conditions réelles de sa spécificité et de son autonomie relative. Il me semble que je puis pénétrer de façon plus incisive dans l'opacité textuelle. Ce à quoi il ajoute à nouveau une parenthèse humoristique. Ma foi, c'est un viol. Pénétrer de façon plus incisive dans l'opacité textuelle. Vous voyez la parenthèse. 2 pages plus loin, dans le même rapport, Bello opère un autre ironique décalage. Je ne réussis pas toujours à tenir sur un texte un discours que je juge satisfaisant. Chaque fois, c'est à recommencer et ça ne marche pas en coup sûr. Parenthèse. Encore un certain langage de la conquête amoureuse. Serais-je un boss vis-à-vis du texte? Ces ruptures de ton sont à mes yeux hautement significatives, je le rappelle dans un rapport du département de 1968. Elles font entendre un autre langage dans un des lieux où la sclérose, l'ossification discursive tend le plus à réduire le discours universitaire à la logique du pouvoir et au néfaste trio rationalité, efficacité, productivité. Elles manifestent une autre relation à l'énonciation par le retournement des affirmations les précédentes. La voix sérieuse et affirmative du commentateur de texte fait surgir celle moqueuse du lecteur de la première. Lecteur de soi, donc le deuxième, analysant son propre discours dans un jeu qui accomplit textuellement l'acte de lecture, en même temps qu'il introduit le soupçon quant à toute véritable maîtrise du langage. Enfin, et peut-être surtout, elles font apparaître sur la scène des études littéraires le topos du désir. On pourra avec raison trouver un peu trop fortement genré les métaphores utilisées, cependant elles signalent que la lecture est d'abord, pour Bello, une entreprise subjective et que le désir habite la théorie de l'écriture. Je n'ai jamais parlé que des textes qui m'attiraient. Le discours que j'ai pu tenir sur eux était habité par des fantasmes et donnait forme au désir. C'est le désir, en somme, qui fait de l'essayiste un écrivain. Le désir du texte. Et là-dessus, il me semble que c'est assez significatif de poser ça au plaisir du texte de chez Barthes, puisqu'ici, on est dans l'éthos de la conquête, de la perpétuelle quête, curiosité, espoir et non jouissance. Donc, Bello était moins quelqu'un que Barthes sur ce plan-là. Dans le temple des couilles. Je dois à Bello une lecture du Deutéronome. J'avais en effet été perplexe devant l'exergue de si l'essentiel m'était compté, qui va comme suit. Celui qui a les testicules écrasés n'entrera pas dans l'assemblée de Yahvé.
donc avec la citation du Deutéronome. J'ai d'abord cru à une mystification avant de découvrir que la loi judaïque se préoccupait bel et bien des couilles de ses fidèles. J'ai alors pu apprécier à sa juste mesure le coup opéré par Bello, comme on peut admirer les coups des joueurs de cartes, la Bible autorisant l'emploi du terme testicule dans la sérieusement littéraire liberté, afin d'introduire une chronique consacrée aux convergences de Jean Lemoyne. Quand même. Lequel a dû apprécier en grinçant un peu cette forte valorisation du corps, tout autant que la source de la citation. Introduire les testicules dans le temple, celui de Gavé ou celui de la critique littéraire, est volontairement déstabilisant. Antérieur de plusieurs années à sa découverte de Bakhtin, il permet d'entrevoir la disposition favorable à cette lecture, à la collision du haut et du bas, à la contamination du discours savant par l'irrévérencieuse vulgarité. En même temps, on découvre a posteriori que la critique du dualisme développée par Lemoyne a pu faire de ce dernier pour Bello un médiateur entre le néo-thomisme de sa formation et le théoricien du carnavalesque. Notons que Bello, dans ce texte de Lemoyne, le représentant de la société critique québécoise traditionnelle. Ah non, dans un autre article. Donc, pour revenir à cet article-là, on voit aussi la célébration de l'emportement viril de Lemoyne. Ce qui tend à reconduire, hélas, l'expression familière, avoir des couilles, comme marque de valorisation intellectuelle. Donc, dans la configuration générale de l'article, c'est assez net. Et ici, il y a des éléments qui peuvent aller directement dans la communication de ce matin sur le rapport féminin chez Bello. Le marcheur des rues. En mars 1954, temporaire employé de la Royal Bank of Canada et fréquentant avec quelques réserves le cercle de nos jeunes poètes, son expression, André Bello écrit un poème intitulé « Le marcheur des rues ». Bien qu'engoncé dans une gangue allégorique, c'est le marcheur des rues qui n'ont point de maison. Il vient de nulle part pour remplir sa mission de malheur, sa mission de néant. Le personnage du titre allait devenir une des principales figures de ses nouvelles ultérieures, avec sa compagne inséparable, la prostituée. Bello reprend ici, en 1959, dans Suite urbaine, comme on l'a signalé hier, il reprend dans ce texte, qui est son premier texte de création, publié dans Liberté, des extraits du Marcheur des rues, son poème écrit vers 1953-54. Extrait présenté comme d'absurdes poèmes à demi oubliés dus à l'écrivain fictif de la narration. Toi, tu marches sur la rue Saint-Denis, la rue de ta jeunesse, t'as comme un polymère, un livre sous le bras. On croirait en effet entendre un plagiat par anticipation de Rue Saint-Denis de Brou, publié en 1965. Et Bello célébrera d'ailleurs dans quelques remarques sur la poésie de Jacques Brou l'importance de cet espace premier, qualifiant au passage le poète, qui l'analyse, de marcheur des rues, lui appliquant ainsi le titre de son propre poème. Cette figure en fait entre la littérature québécoise du début des années 60, les poèmes de Miron, Brou et Chamberlain, à la prose de Major, Renaud, Saram, etc. Cependant, l'espace de la rue, chez Bello, n'est pas tendu par une critique de l'aliénation, une poétique du quotidien, morose, misérable et dominée, comme chez ces derniers, ou la plupart d'entre eux. Il est au contraire celui de l'ouverture sur le monde concret et matériel, du contact avec la multiplicité grouillante, l'espace heureux du désir, l'ouverture, comme dans un autre poème qui a servi de publicité à un des films qui s'appelle Au bout de ma rue, publié par l'ONF. Donc, c'est un poème d'André Bello de 1959. Au bout de ma rue, il y a le monde entier. Il y a le port. Et c'est constamment une figure chez Bello de la promenade à Montréal qui mène de la rue Saint-Laurent au port, à l'ouverture, et ainsi de suite. D'étranges vers de jeunesse sont d'ailleurs repris et réécrits dans Suite urbaine, ceux dont j'ai parlé, et qui donnent une image frappante de l'ouverture sur le monde et sur le désir. Bien loin des coins des rues, au brouillard jaunissant, de grands parcs aux vagins humés et frémissants. Cette image, assez détonnante, signale au surplus que la matrice féminine chez Bello n'est pas menaçante clôture ou vaginale dentata, mais comme la rue, espace du sentiment océanique, d'ouverture fusionnelle sur le cosmos. Donc, c'est la seule chose qui a changé. Vagin a évidemment été enlevé pour être remplacé par un autre mot dans la réécriture du poème pour la publication en 1959. Domicile. Le tout premier document dans les archives Bello, rangé sous la désignation chronologie 1928-1980, s'avère, pour la déception du chercheur, une liste de domiciles, rangée par date, et commençant avec le 4851 Brébeuf, où la famille Bello a habité de 1928 à 1931. Le document porte à cet endroit la mention Gilbert, né en 1929,
André en 1930. Suivent 11 autres adresses qui montrent les déplacements successifs de la famille dans le plateau et la petite patrie, puis l'ascension sociale d'André, qui habita Notre-Dame-de-Grâce, Antique, puis Outremont. Bien qu'il ait probablement été placé là, dans cette position liminaire par les archivistes, je ne peux m'empêcher de voir dans cette position le signe de l'attention portée par Belleau à l'espace, comme catégorie sociale et symbolique travaillée par la littérature. Celle-ci le conduira par exemple à voir en poussière sur la ville un univers structuré comme un western. Et c'est cette lecture, d'abord formulée dans un cours, qu'il présente en 1975 comme une hypothèse constative qui ne peut se rapporter à rien. C'est cette hypothèse et cette lecture qui le mène à la notion du conflit des codes et puis à sa thèse de doctorat, où pourtant l'angevin et le western ne jouent plus aucun rôle, ni de structure spatiale d'ailleurs. Cette attention, comme la pente herméneutique de son esprit, est d'ordre existentiel, pour reprendre son propre terme. Du moins, c'est la conclusion qu'on peut tirer de deux fragments de texte. Le premier est issu d'un carnet où il esquisse un roman à venir, avec comme première note l'affirmation suivante: « J'ai besoin de Montréal, point. Absolument essentiel, point. » Le second est tiré de l'émouvante finale d'On ne meurt pas de mourir, publié, comme on le sait, dans le numéro de Liberté suivant le référendum. En attendant, il n'y a que deux appartenances qui m'apparaissent présentement à peu près certaines. Donc, celle d'être bourgeois. L'autre, c'est « Je suis Montréalais. Je suis né et j'ai grandi en plein centre de Montréal. J'ai joué dans ces ruelles. Je reconnais en lui le lieu de tous mes signes. L'espace comme lieu de croisement et de confrontation des signes constitutifs des identités. Cette définition qui spatialise Bakhtin me semble susceptible de renouveler, entre autres, les réflexions contemporaines sur l'écriture du territoire et le néo-post-terroir et tout le reste. Je saute sur d'autres passages sur la prose administrative et le fait, entre autres, que deux des textes les plus mauvais, hélas, de Belleau, soient ceux dus à une sorte de plume administrative. Le premier sur Radio-Canada, dans le premier numéro de Liberté. Je vous invite à aller revoir cet article-là. C'est surprenant, de manière surprenante, le moins bon essai du premier numéro de Liberté qui est dû à Belleau. Donc c'est vraiment très étonnant rétrospectivement de voir que c'est peut-être l'article le moins écrit de Belleau, le plus neutre, il n'y a pas vraiment de voix très forte sur ce plan-là. Et l'autre a été écrit avec Jean Pilon, donc la responsabilité est peut-être partagée, sur les administrateurs qui doivent être tous des créateurs, donc des êtres de culture, c'est un autre. Je passe aussi sur Belleau bourgeois, c'est une chose que j'aurais aimé explorer, l'idée que pour tous les textes sur la culture populaire, il n'y en a presque aucun sur la culture bourgeoise ou des éléments de culture bourgeoise, au point où dans le roman fictif, il va jusqu'à dire qu'il n'y a jamais eu de vraie idéologie de culture bourgeoise au Québec. Donc là, il me semble qu'il y a une espèce d'impensé, alors même que lui se définit à la toute fin comme bourgeois et montréalais. Donc là, il y a un espace à examiner. Et enfin, il y a aussi le gars de gang, jusqu'à un certain point, qui irait avec le décrocheur magnifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été très souvent placé dans des institutions et dans des cercles très importants. La haute administration fédérale, l'ONF, c'était celui qui allait avoir le poste qui a finalement été donné à Junot. Donc, il a eu une très haute carrière fédérale. C'est celui qui était dans Liberté, c'est celui qui était dans plusieurs équipes importantes, qui a voulu fonder un cercle des intellectuels canadiens-français en 1961, donc qui est un peu souvent dans des lieux très importants. Et il y a toutes les dynamiques avec ses collègues, écrivains, amis qui sont intéressantes à explorer, d'autant plus que le conflit est introduit. C'est-à-dire que Belleau ne craint pas d'aller dans la véritable conflictualité quand elle surgit. Le meilleur cas, c'est toute la relation avec Godbout, c'est-à-dire la possibilité d'analyser véritablement et parfois très sévèrement des textes du collègue de la même équipe de Liberté. Alors je saute par-dessus là pour en venir à la théorie, l'apostrophe à théorie. En 1995, Liberté publie un numéro sur la littérature et la théorie, ou plutôt un numéro de littéraire violemment antithéorique. À ces positions, Belleau avait répondu à l'avance: la mollesse théorique n'est pas le contraire de la raideur oppressive, elle en est plutôt la figure. Et il fut sans doute un des rares à Liberté à défendre la nécessité de la réflexion théorique. C'est quelque chose qui me semble assez
révélateur. Il fut même un des personnages importants de l'inflexion théorique qu'il y a eu à Études françaises. Les numéros les plus théoriques dans l'histoire d'Études françaises jusqu'aux années 90, c'est celui sur la sociologie de la littérature dirigée et l'autre sur Bakhtin. Et c'est très représentatif d'un moment d'inflexion. Et le troisième grand numéro théorique, il a refusé d'y participer, c'est celui sur la mode. Il avait développé une esquisse d'article où il signalait au contraire que pour lui, le structuralisme et le post-structuralisme n'étaient pas des modes, mais répondaient à des exigences intellectuelles profondes. Et certains pouvaient s'en apparaître comme des effets de mode, mais que pour lui, ce n'était pas du tout le cas, c'était des opérations de réaménagement de l'espace du disciple. Donc, il me semble que ça, c'est assez important chez lui. Et il me semble que ça vient de sa passion de la théorie qui s'exprime déjà en 1953-54 dans ses réflexions sur les jeunes poètes contemporains. Et le recours à des précisions théoriques constitue d'ailleurs, il me semble, un point tournant dans plusieurs de ses essais, dont celui sur Bernard de Rome. C'est souvent un moment de passage, un exemple cité vers une hypothèse avec une formule très frappante. Et donc, ça joue comme la figure rhétorique annonçant l'envol de l'essayiste. Quand la désignation théorique surgit chez Bello, on peut s'attendre à une formule frappante qui suit 2-3 lignes plus loin. Notre Barthes. Cette formule, lancée péremptoirement la semaine dernière pour faire la publicité du colloque, me séduit toujours, et je crois que plusieurs des éléments juridiques jusqu'à présent le confirment, malgré le caractère hautement réducteur de telles associations, évidemment, surtout quand il y a une volonté légitimatrice derrière. Importance de l'écriture fragmentaire, jeu entre essayisme et théorie, rôle fondateur de la linguistique puis de la pensée bakhtinienne, relative imperméabilité dans l'écriture face au doxa révolutionnaire, accès tardif à un poste universitaire, tout ça les rapproche. Et aussi un autre élément, l'écriture de biographèmes notés sur des fiches de lecture. Il y en a quelques-unes dans les archives Bello. Dans cet André Bello par André Bello, d'une certaine manière, rédigé en avril et mai 1980, on découvre l'autobiographie en miettes d'un liseur, d'un marcheur, d'un amoureux de l'école et de l'apprentissage. Fiche numéro 2. Lecture de l'île mystérieuse de Jules Verne à 12 ou 13 ans. Éblouissement, bonheur, peut-être les moments les plus heureux de ma vie. Fiche numéro 3. La veille de la rentrée des classes, une joie, une hâte, un espoir si intense que gonflé, radieux, je ne réussis pas à dormir. Aura entourant ce que l'on nommait fourniture scolaire. À 14 ou 15 ans, les ai-je assez aimés, ces calepins dans lesquels j'écrivais quoi? Les titres des livres lus? Je les palpais, je les aimais. Donc ça revient sur l'idée de l'aspect matériel du rapport à la culture, à la lecture chez Bello. Je saute à la fiche numéro 11, qui a déjà été citée par Benoît hier, mais elle me semble parfaitement intéressante. Hiver 1968, je suis étudiant à l'Université de Montréal, je travaille dans ma chambre. Joie intense, profonde, opérante du travail intellectuel. On devrait placer ça en introduction à tous les bacs, voilà. Sentiment de coïncider parfaitement avec ce que je faisais, ce qui est moins évident. Le moi, les moments de joie unifiant la figure du moi, sont ceux de la quasi-dissolution dans le savoir, la lecture, dans cette autobiographie par fiche. Et inversement, il n'y a de lecture pour Bello que lorsque le moi, le lecteur, est ébranlé. Il y a quelque chose de très, très fort chez lui. Surtout, ne pas conclure. 3 citations en vrac. Mon texte tend à se défaire de lui-même au lieu de conclure, ce qui est bien, après tout, la meilleure façon de conclure. Deuxième, je ne désire pas conclure. Je laisse donc à mes auditeurs ou lecteurs les quelques questions que j'ai pu soulever. Troisième, après cette trop brève revue des questions, je me garderai bien de conclure. Combien de textes chez Bello auraient pu se terminer sur la confession de l'article sur le code littéraire et le code social? Je n'aime pas les conclusions. Ce désamour dynamise l'écriture de Bello, faite de fusées au sens baudelairien, d'idées lancées, non de thèses affirmées et arrimées à une démonstration implacable. Et sur ce plan, Marc Angenot et lui n'ont pas du tout le même discours. Les essais de Bello se fondent sur le désir des départs, un peu comme le poème que je signalais, et l'inverse hantise de la maîtrise, du discours du savoir, d'un certain discours du savoir se transformant en autorité, de la pensée s'arrêtant de chercher, s'immobilisant, se fossilisant. Conclure chez Bello paraît mortifère. C'est vraiment très fort, parce qu'il me semble que
sous l'apparente pirouette rhétorique. Ce qu'elle demeure quand même, cette formulation récurrente, surtout ne pas conclure. Il me semble qu'il y a aussi la rencontre entre une éthique bakhtinienne de l'ouverture, du multiple dont on a parlé, un vitalisme bergsonien, donc lui-même signale quelque part, donc cette volonté du vivant qu'on pourrait encadrer, et aussi, je crois, un tragique romantique. La conscience du tragique qu'il aime chez Wiener, je pense que c'est là, la fin de l'article, c'est quelque chose de vraiment troublant, profondément, il ne faut surtout pas avoir ça, d'où l'image des villas aux 14, 9 portes, peu importe les portes, il faut qu'il y ait beaucoup de portes. C'est bien bourgeois la villa avec beaucoup de portes, mais peu importe. Il tient malgré tout à cette image. Ironie de l'histoire, due à la force du style, ce même Bello qui présentait ses lectures comme essentiellement provisoires, quelque chose de fort là-dedans. Par essence provisoire, les lectures ne pourraient aller loin. Donc, ces lectures, il les a si bien écrites qu'elles ont pour plusieurs été canonisées, traitées comme définitives et indépassables. Et je crois, pour ma part, que je n'ai pas échappé à ce culte. Bien qu'il menace de transformer en dogme une écriture profondément hostile au dogme et à la pensée monologique. À défaut de conclure, je peux donc m'estimer parfaitement satisfait du fait que le colloque aura permis de relancer la lecture sur ces textes de façon à ce que de nouveaux lecteurs surgissent, lesquels à leur tour auront le défi, comme il écrit dans un très bel article, de revenir sans cesse sur leurs traces dans le désert de l'écriture afin de deviner puis de tracer de nouveaux parcours. Merci.